je donne la parole à Monsieur Biram Sen, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, pour prononcer le discours d'usage. Monsieur Sen. Monsieur le Président de la République, honorables invités, l'honneur me revient de vous en tenir du thème collectivité locale et contrôle de légalité. Nous remercions ceux qui nous ont fait cet honneur et nous ont gratifiés de leur confiance, car il s'agit de parler des collectivités locales devant de hautes personnalités au cours de cette audience présidée par un ancien maire, un ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et aujourd'hui président de la République. Ce thème suscite beaucoup d'intérêt et de passion. Il y a des siècles de cela, le roi de France Louis XIV, à qui fit poser la question de savoir qu'est-ce que l'État, répondait « l'État, c'est moi ». Cette réponse du roi laisse penser à un pouvoir fort, un pouvoir absolu dans un État centralisé. La question fondamentale qui en découle est celle de savoir si cette forme d'organisation administrative est possible dans un État de droit. La réponse est naturellement négative. C'est ainsi qu'en France, depuis le début de la République, la démocratie locale est devenue une dimension sans cesse évoquée dans les relations qu'entretiennent l'État et les collectivités territoriales. Alexis de Tocqueville en était persuadé quand il écrivait dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique », je le cite, « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple et lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté. » Fin de citation. Au Sénégal, le chef de l'État, conscient de la faiblesse des politiques de développement appliquées jusque-là en matière de décentralisation, avait demandé, lors du Conseil des ministres tenu à Saint-Louis, le 7 juin 2012, de faire le bilan de la politique de décentralisation au Sénégal. Il a réitéré les mêmes instructions lors du Conseil des ministres tenu à Ziguinchor le 27 juin 2012 en réaffirmant l'option de territorialisation des politiques publiques. Cette option a été confirmée par la réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation. La loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales a changé en profondeur la nature des relations entre l'État et les collectivités locales. Elle a en effet donné une portée nouvelle au principe constitutionnel de libre administration. Bien évidemment, le respect de la légalité est à la base de l'État de droit, lequel régit les rapports des citoyens avec l'administration. Cette idée, consacrée par l'article 102 de la Constitution sénégalaise, exige un contrôle par l'autorité étatique des actes des collectivités locales. C'est pourquoi le législateur sénégalais, à travers le nouveau Code général des collectivités locales, a confirmé le rôle déterminant du contrôle de légalité dans l'équilibre du pouvoir, le respect des libertés locales et l'égalité des citoyens devant la loi. C'est justement dans ce contexte que s'inscrit le thème de ce matin, collectivités locales et contrôle de légalité. Les collectivités locales peuvent être définies comme des personnes morales de droit public dont la réalité est soumise à l'existence de compétences propres, d'une personnalité juridique et des représentants locaux élus. Quant au contrôle de légalité, il consiste au plan formel à une analyse juridique par le représentant de l'État des actes des collectivités locales pour en vérifier la conformité avec la règle de droit applicable en la matière. Au plan matériel, il renvoie à un ensemble d'opérations qui vont de la réception de l'acte jusqu'à la matérialisation du contrôle en passant par la délivrance de l'accusé de réception. Ce contrôle révèle des enjeux majeurs
dans un contexte marqué par plusieurs évolutions notables. En premier lieu, l'exigence croissante d'éthique et de respect du droit qui émane du corps social a justifié la nécessité d'assurer la transparence du processus de décision publique. En second lieu, la transparence financière dans le domaine de la commande publique ainsi que le respect du droit à l'information des citoyens et des élus sont devenus des conditions essentielles de la légitimité des décisions. Ainsi, pour aborder ce thème, nous devons apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Le contrôle de légalité permet-il de garantir les libertés locales? Quel est le bilan de la pratique du contrôle de légalité des actes des collectivités locales? Quelles sont les recommandations pour remédier aux insuffisances du contrôle de légalité? Cette réflexion se veut une contribution à la problématique de l'effectivité du contrôle de légalité des actes des collectivités locales au Sénégal et s'articulera autour de deux axes. Dans un premier temps, nous tenterons de montrer que le contrôle de légalité est plus respectueux des libertés locales avant de présenter dans un second temps le bilan de ce contrôle révélateur de dysfonctionnements significatifs dans sa mise en œuvre. La mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, bien qu'irréversible, a été marquée par une certaine prudence. En effet, les compétences reconnues aux collectivités locales étaient strictement encadrées afin d'éviter d'éventuels dérapages. Cet encadrement était connu sous le vocable de pouvoir de tutelle. En revanche, la réforme de 1996, jugée novatrice pour avoir, entre autres, substitué le contrôle de tutelle au contrôle de légalité, est beaucoup plus respectueuse des libertés locales et du principe de la libre administration des collectivités locales. Ainsi, le représentant de l'État n'exerce plus le contrôle de tutelle ni le contrôle d'opportunité. Il ne peut donc ni annuler les actes des collectivités locales, ni se substituer à elles. La seule exception prévue en matière d'annulation étant le cas d'une collectivité locale qui délibère en dehors de ses réunions légales ou sur une matière étrangère à ses compétences. Ce mécanisme, repris par le Code général des collectivités locales, repose sur un contrôle a posteriori limité exclusivement à la légalité des actes qui fait intervenir le représentant de l'État et, le cas échéant, le juge administratif. En 1996, le législateur sénégalais, dans un souci d'une plus grande responsabilisation des collectivités locales, qu'il a considéré comme majeure, a décidé de substituer au contrôle d'approbation a priori centralisé un contrôle de légalité a posteriori rapproché. Il s'est agi alors de trouver un mécanisme pour lequel le contrôle a posteriori sera la règle et le contrôle a priori l'exception. Il importe de préciser que la réforme de 2013 est restée dans cette même logique. L'analyse des règles de contrôle nous permet de distinguer deux régimes d'entrée en vigueur pour les actes soumis au principe de l'exécution de plein droit. Les actes mentionnés à l'article 243 sont exécutoires de plein droit 15 jours après la délivrance de l'accusé de réception par le représentant de l'État, sauf demande de seconde lecture et après leur publication ou leur notification. D'autres actes, notamment ceux pris par les exécutifs locaux, aux fins de la gestion quotidienne ou dans le cadre de leur pouvoir de police, sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou leur notification aux intéressés après transmission aux représentants de l'État. Pourtant, dans la pratique, force est de constater que les collectivités locales ne se soumettent pas toujours à cette formalité. Par exemple, dans le premier rapport sur le contrôle de légalité, couvrant la période de 1998 à 2001, il a été constaté que ce sont en moyenne seulement 7 actes qui sont transmis aux représentants de l'État. Cette faiblesse de la proportion d'actes transmis résulte, selon ce rapport, de l'absence d'indication obligatoire de délai pour la transmission des actes et de la rétention délibérée par certains élus de leurs actes. En tout état de cause, l'institution du contrôle a posteriori a une portée émancipatrice pour les collectivités locales. Elle permet un élargissement et un approfondissement des libertés des collectivités locales en ce que l'entrée en vigueur et l'exécution de leurs actes ne sont plus conditionnés par la volonté des autorités de tutelle. Il s'agit incontestablement d'un progrès pour les libertés locales.
Toutefois, une analyse des textes doit nous amener à nuancer l'étendue de la liberté octroyée aux collectivités locales. Sur ce point, l'article 245 est très éloquent. Il dispose que, je cite, « Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 243 et 244 du présent Code, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'État les actes pris dans les domaines suivants. » Fin de citation. Il s'agit des actes les plus importants de la vie des collectivités locales, comme les budgets, les conventions financières de coopération internationale d'un certain montant, les affaires domaniales et d'urbanisme, entre autres. Ainsi, la formule selon laquelle le contrôle a posteriori sera la règle et le contrôle a priori l'exception est vite remise en cause. Cette formule est quantitativement vraie, mais qualitativement discutable. Par ailleurs, il importe de relever que le Code général des collectivités locales a circonscrit le contrôle dans le seul périmètre de la légalité, dont les principaux acteurs sont le représentant de l'État et le juge administratif. Le représentant de l'État, délégué du président de la République dans sa circonscription, veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et règlements et au maintien de l'ordre public. La loi lui confère, au premier niveau, le pouvoir d'exercer le contrôle de légalité sur les actes des collectivités locales. Ces actes sont essentiellement unilatéraux et accessoirement contractuels. Il dispose à l'encontre de l'acte qui lui est transmis un certain nombre de pouvoirs. De ce fait, il examine les aspects liés à la légalité interne et les aspects liés à la légalité externe. L'examen de la légalité interne s'avère délicat, car il peut amener à l'appréciation de l'opportunité de l'acte, ce qui est interdit aux représentants de l'État. Au demeurant, ce contrôle de légalité qui s'exerce sur les actes unilatéraux est le même que celui qui s'exerce sur les contrats, sous réserve de quelques particularités pour ces derniers. Le contrôle exercé sur les actes contractuels suscite deux remarques. D'abord, le contrôle de légalité par la voie du déféré, qui est un recours pour excès de pouvoir spécial contre les contrats, paraît assez singulier au regard du droit administratif classique. Ce dernier se caractérise par l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les contrats administratifs sous réserve de quelques exceptions, telles que la théorie des actes détachables. À ce propos, le Conseil d'État sénégalais a admis dans l'arrêt du 29 juillet 1998, gouverneur de Tambacounda contre Conseil régional de Tambacounda, la recevabilité du déféré contre un contrat et a estimé que le contrat conclu par le président du Conseil régional sans l'autorisation du dit Conseil était entaché d'illégalité. Ensuite, il convient de distinguer que les contrats soumis au régime de déféré et les contrats soumis au régime de l'approbation préalable. Les contrats énumérés aux articles 243 et 244 du Code général des collectivités locales sont soumis au régime du déféré, car ils font partie des actes que le représentant de l'État défère à la Cour suprême lorsqu'il les présume entachés d'illégalité. En revanche, les actes contractuels de l'article 245, qui relèvent du contrôle d'approbation, ne sont soumis au déféré du représentant de l'État. Ces actes sont transmis au représentant de l'État pour approbation. Lorsque le représentant de l'État refuse de les approuver, l'exécutif de la collectivité locale peut saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir contre le refus d'approbation. À titre illustratif, le 12 août 2010, dans l'affaire Aliou Diack contre État du Sénégal, la Cour suprême a annulé la décision du sous-préfet de Mbane, refusant d'approuver la délibération du conseil rural de Mbane. La Cour a aussi rappelé que l'annulation par elle de la décision du refus d'approbation du représentant de l'État équivaut à une approbation des notifications de l'arrêt à la collectivité locale. Ainsi, le professeur Ismaïla Madior Fall a relevé dans son article « Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales » que dans la première catégorie de contrat, le représentant de l'État se trouve dans une situation offensive parce que c'est lui qui prend l'initiative de déférer les contrats mentionnés aux articles 243 et 244. Alors que dans le second cas, il se trouve sur la défensive car il appartient aux exécutifs locaux de déférer son refus d'approbation. C'est à juste raison donc que le Conseil d'État sénégalais a déclaré irrecevable la requête d'un déféré introduit par le sous-préfet de Mbaba Garage et visant l'annulation de l'acte par lequel le Conseil rural de Dinguiraye a décidé la suspension de l'exploitation d'un terrain litigieux.
En effet, la haute juridiction a considéré que la délibération attaquée relevant des affaires domaniales fait partie des actes soumis à l'approbation préalable du représentant de l'État. À l'issue de l'examen de son contrôle par le représentant de l'État, deux situations peuvent se présenter. Soit il estime que l'acte à lui transmis n'est pas entaché d'illégalité et celui-ci acquiert du coup sa régularité juridique une fois expiré le délai du recours. Soit il constate que l'acte n'est pas conforme à la légalité et il le défère devant la Cour suprême, qui est la seule juridiction habilitée à prononcer l'annulation d'une décision d'une collectivité locale. La saisine de la Haute Cour ouvre alors la phase contentieuse du contrôle de légalité et met le juge au cœur du fonctionnement du système de contrôle. Son office est important, car il s'agit de trancher un différend avec la possibilité de désavouer le représentant de l'État. Désormais, le juge va s'immiscer dans les rapports entre l'État et les collectivités locales, relation qui se situait jusqu'à une période récente dans le domaine réservé de l'État. À l'issue de ce contrôle, le juge, contrairement aux représentants de l'État, dispose d'un pouvoir d'annulation des actes illégaux. À ce niveau, il est souhaitable que l'intervention du juge soit importante pour préciser et compléter les textes, car il est l'arbitre du jeu de la décentralisation. Pourtant, près de 20 ans après l'entrée en vigueur des textes de la décentralisation, force est de constater que le contentieux est encore faible au plan quantitatif, car 120 décisions ont été seulement rendues. Ce faible taux de saisine de la Cour suprême est tributaire, entre autres, de nombreux dysfonctionnements notés dans la mise en œuvre du contrôle. Une analyse de la quasi-totalité des rapports sur le contrôle de légalité aboutit au même constat. Il s'agit de dysfonctionnements dont la récurrence est telle qu'il urge de rechercher les raisons explicatives avant d'y remédier. Les dysfonctionnements notés dans ces différents rapports sont imputables aux collectivités locales. Ces rapports révèlent également des difficultés liées à la matérialisation de la transmission des actes aux représentants de l'État, à l'attitude de ces derniers face aux actes des collectivités locales soumis au contrôle de légalité et aux difficultés d'ordre structurel. S'agissant des dysfonctionnements imputables aux collectivités locales, ils sont au nombre de 2. Le respect pas toujours effectif de la formalité de publicité des actes et la lenteur notée dans la transmission ou la rétention délibérée d'actes. Concernant le non-respect de la formalité de publicité des actes, le Code général des collectivités locales énumère un certain nombre de conditions substantielles pour le non-respect desquelles l'acte de la collectivité ne peut être exécutoire. En effet, l'entrée en vigueur des actes des collectivités locales est soumise, entre autres formalités substantielles, à leur publication ou à leur notification aux personnes intéressées. Mais il faut dire que le respect de cette formalité de publicité n'est pas systématique au niveau de beaucoup de collectivités locales. Ici ajoute parfois l'absence de registre de délibération ou, lorsque les registres existent, la non-transcription des délibérations. Et pourtant, l'article 154 dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'État. Cet état de fait peut s'expliquer par le manque de maîtrise par certains élus locaux du formalisme juridique devant entourer leurs actes, leur analphabétisme ou une gestion administrative défaillante. À propos des lenteurs notées dans la transmission et la rétention délibérée d'actes, les rapports sont unanimes pour considérer que le nombre d'actes transmis est faible. Pour les 557 collectivités locales, le nombre d'actes transmis pour l'année 2012 est de 9 397, soit une moyenne de 16,97% d'actes par collectivité locale et 1,40% d'actes par mois. Pour l'année 2013, les actes transmis sont au nombre de 11 697, soit une moyenne de 1,75% d'actes par mois. L'explication la plus partagée est que certaines collectivités locales prennent des actes et, pour des raisons diverses, s'abstiennent de les transmettre. Certains exécutifs locaux s'arrogent même le droit de juger de l'opportunité de transmettre ou non certains actes. D'ailleurs, il est arrivé à des représentants de l'État, au cours de leur carrière, de ne connaître de l'existence d'actes d'exécutifs locaux qu'à l'occasion de conflits nés de leur exécution. De même, il n'est pas rare de trouver des élus locaux qui pensent que seuls les actes soumis à approbation préalable doivent être transmis aux représentants de l'État. Il est vrai que les exécutifs locaux ne sont astreints à aucun délai.
pour la transmission de leurs actes, mais l'obligation de transmission est posée de façon claire par la loi. Au sujet de la matérialisation de la transmission des actes, l'autorité locale, auteur de la décision, a besoin, ne serait-ce que pour des besoins de preuve, d'un acte qui en atteste. Il peut s'agir soit d'un arrêté d'approbation, soit d'un accusé de réception. Sur ce dernier point, il a été régulièrement constaté que la délivrance d'un accusé de réception des enregistrements de tout acte émanant d'une autorité locale n'est pas systématique au niveau des représentants de l'État. Le non-respect de cette formalité constitue une violation de l'article 243 du Code général des collectivités locales, sans compter les incidents éventuels que cette irrégularité pourrait avoir en cas de recours pour excès de pouvoir. En outre, la délivrance d'arrêtés d'approbation n'est pas systématique chez bon nombre de collectivités locales. Ainsi, l'article 245 du Code général des collectivités locales énumère un certain nombre d'actes qui ne peuvent s'insérer dans l'ordonnancement juridique que lorsqu'il est procédé à leur approbation. Cependant, même si la loi ne fait pas allusion expressément à l'arrêté d'approbation, pouvant servir de moyen de preuve, il n'en demeure pas moins vrai que sa délivrance reste une nécessité absolue. Pourtant, la plupart des représentants de l'État se limitent à une simple apposition de leur cachet vu et approuvé sur l'acte en question. Au-delà de ces constats, l'exploitation des différents rapports suscite un certain nombre d'interrogations sur l'attitude du représentant de l'État. Face à un acte qui lui est transmis, le représentant de l'État, en fonction de la nature de celui-ci, peut soit demander une seconde lecture, soit refuser d'approuver l'acte. Pour les actes soumis à approbation préalable, la demande de seconde lecture, qui est un moyen efficace mis à la disposition des représentants de l'État pour faire corriger à une autorité locale sa décision, est très rarement utilisée. À preuve, au titre de l'exercice 2004, sur 1025 actes transmis, seuls 17 ont fait l'objet d'une demande de seconde lecture. En 2005, sur les 1936 actes, seuls 5 ont fait l'objet d'une demande de seconde lecture et l'ensemble de ces 5 cas ne concerne que la seule communauté rurale de Gaïa. Cet état de fait, loin de constituer un épiphénomène, tend malheureusement à s'accentuer. Ainsi, au cours de l'exercice 2012-2013, sur 4 941 actes transmis, seuls 89 ont été renvoyés en seconde lecture, soit un taux de 1,80%, et aucun déféré n'a été noté au cours de la période considérée. En 2014, sur 3 644 actes, seuls 123 ont fait l'objet d'une demande de seconde lecture. Cette situation est également perceptible en ce qui concerne le rejet des actes soumis à approbation préalable. Les actes énumérés à l'article 245 du Code général des collectivités locales ne peuvent être exécutoires que si au préalable, ils ont été approuvés par le représentant de l'État. Ainsi, au titre de l'exercice 2012-2013, 13 086 actes ont fait l'objet d'approbation sur les 13 658 transmis, soit un taux d'approbation de 95,81%. Cette tendance s'est confirmée en 2014, car sur 3 671 actes, seuls 137 ont fait l'objet d'un refus d'approbation. Au total, selon les chiffres fournis par la Direction générale de l'administration territoriale, sur 17 720 actes de l'exercice 2012-2014, seuls 709 ont fait l'objet d'un refus d'approbation, soit une moyenne de 4%. Au vu de la rareté des cas de refus d'approbation, nous nous sommes demandé si cela est lié au respect scrupuleux des lois et règlements par les collectivités locales ou alors à l'ineffectivité du contrôle de légalité que doit exercer le représentant de l'État. En général, l'argument servi pour satisfaire cette interrogation est que les représentants de l'État privilégient dans leur rapport avec les organes des collectivités locales les fonctions de conseil et l'esprit de partenariat. Toutefois, la primauté accordée au dialogue, à la concertation entre représentants de l'État et élus locaux ne doit pas aboutir à une assimilation du contrôle de légalité à une simple formalité d'usage. La relative effectivité du contrôle de légalité peut aussi être analysée à l'aune des difficultés d'ordre structurel. Ces difficultés se résument, d'une part, à l'absence de suivi et d'évaluation du contrôle de légalité et d'autre part, à la non-présentation du rapport annuel devant l'Assemblée nationale. Ainsi, en 2005,
avec l'avènement dans le paysage institutionnel sénégalais du ministère des collectivités locales et de la décentralisation, les autorités avaient senti la nécessité de créer 2 divisions au sein de la direction de la décentralisation. Il s'agit de la division des études et de la réforme et de la division du suivi et de l'évaluation du contrôle de légalité. Cependant, cette dernière était paralysée dans l'exercice de ses missions par le défaut de moyens de tous ordres. Pourtant, nonobstant ce facteur bloquant, la division compte à son actif 2 rapports finaux et 1 qui était en gestation. Avec la suppression de cette division en 2012, le gouvernement sénégalais, par le biais de la Direction générale de l'administration territoriale, a instruit toutes les autorités administratives de transmettre à temps les statistiques sur le contrôle de légalité. Pour ce qui est du défaut de présentation du rapport, l'article 248 du Code général des collectivités locales dispose clairement que le gouvernement soumet chaque année à l'Assemblée nationale qui en débat au cours de sa session un rapport sur le contrôle de légalité exercé l'année précédente à l'égard des actes des collectivités locales. La formule de cet article fait ressortir précisément l'obligation qui pèse sur le gouvernement de présenter chaque année devant l'Assemblée nationale le rapport sur le contrôle de légalité. Le constat est que cette disposition légale n'est pas respectée, car jusqu'ici, le gouvernement n'a jamais présenté devant l'Assemblée nationale le dit rapport. Pour y remédier, le ministère de l'Intérieur avait eu à conduire en 2002 des enquêtes administratives auprès des représentants de l'État en vue de disposer de leurs statistiques et appréciations afférentes au contrôle de légalité. Le Premier ministre avait adressé, n'ayant pas été communiqué aux parlementaires, le Premier ministre, le 8 octobre 2002, autant pour moi, donnait des directives pour le respect à l'avenir de cette obligation. Depuis lors, rien n'a été fait. Cependant, il importe de préciser que la Direction générale de l'administration territoriale travaille dans ce sens. Par ailleurs, ce serait une entreprise inachevée que de se limiter à identifier les principaux goulots d'étranglement sans donner quelques raisons qui semblent être à l'origine d'un tel phénomène. Les manquements notés dans la mise en œuvre du contrôle de légalité peuvent être liés à la combinaison d'un certain nombre de facteurs d'ordre conjoncturel et juridique. Ces facteurs d'ordre conjoncturel se résument aux considérations politiques auxquelles certains représentants de l'État doivent faire face. Dans son rapport public de 1993, le Conseil d'État français a précisé que la notoriété politique des partenaires décentralisés peut être à certains égards embrassante pour le représentant de l'État. Il ressort également du rapport précité que les préfets ont tendance à moduler l'utilisation qu'ils font du déféré en fonction de leurs interlocuteurs. Cette remarque pertinente du Conseil d'État français est assez révélatrice de l'environnement politico-social dans lequel le représentant de l'État est appelé à exercer sa mission de contrôle. Mieux, la situation de cumul où l'élu local peut concomitamment à ses fonctions au niveau local, maire, président de conseil départemental, se retrouver dans des plus hautes sphères décisionnelles à l'échelle nationale, ministre, directeur général entre autres, n'est pas de nature à faciliter aux représentants de l'État l'exercice de leur mission de contrôle. Même si, de prime abord, la notoriété de certaines autorités décentralisées au plan national ne devrait pas en principe constituer un frein à l'exercice correct du contrôle de légalité, il importe tout de même de reconnaître que cela peut paraître comme un frein. La situation au Sénégal ne devrait pas être différente en l'absence d'enquête sur cette question dès lors qu'on assiste à un cumul entre les fonctions de ministre et d'élu local. Cette tâche sera difficile lorsque l'environnement juridique ne répond pas aux attentes. À ce titre, la saisine de la Cour suprême par le représentant de l'État constitue un élément important à l'aune duquel l'effectivité du contrôle de légalité peut être mesurée. Toutefois, l'exploitation des données statistiques révèle que les autorités administratives ont de moins en moins recours au procédé du déféré. En 2013, un seul recours pour excès de pouvoir a été noté et aucun déféré du représentant de l'État n'a été fait au cours de la période considérée. Mieux, l'absence de déféré du représentant de l'État a été également constatée en 2014. Ces chiffres appellent 2 remarques. D'une part, les actes des collectivités locales sont, dans une large majorité, approuvés ou n'appellent pas d'observation de la part du représentant de l'État. D'autre part, la jurisprudence relative au contrôle de légalité est peu fournie. Les déférés comme les recours pour excès de pouvoir sont rares. À propos, il ressort des chiffres donnés par la Direction générale de l'administration territoriale que depuis la mise en œuvre de la régionalisation en 1997,
le juge n'a été saisi que 120 fois. Ainsi, ces 120 arrêts rendus portent sur 4 déférés, 116 recours pour excès de pouvoir, dont 4 émanant d'exécutifs locaux et 112 de personnes lésées. Devant un tel phénomène, d'aucuns estiment que la longueur des délais de jugement et la non-maîtrise des procédures de saisine de la Cour constituent les véritables raisons explicatives. Concernant la longueur des délais de jugement, certaines autorités administratives pensent que celui-ci constitue un facteur de découragement. Pourtant, la Cour suprême, en cas de déféré, est enfermée dans un délai d'1 mois pour rendre sa décision conformément aux articles 79 de la loi organique l'instituant et 246 du Code général des collectivités locales. En vertu de ces textes, le représentant de l'État défère à la Cour suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du Code général des collectivités locales qu'il estime entachés d'illégalité dans les 2 mois suivant leur transmission, et cette juridiction doit rendre sa décision dans un délai maximum d'1 mois. Il reste maintenant à déterminer si le délai en l'espèce est impératif ou simplement indicatif. Si dans leur ouvrage, le Conseil d'État et la pratique du recours en annulation, les magistrats Oumar Gueye et Mamadou Seck Diouf affirment qu'il s'agit d'un délai fixé par la loi à titre simplement indicatif, le professeur Ismaïla Madior Fall soutient dans son article précité la thèse selon laquelle le délai est impératif du fait de la formule utilisée par le législateur, doit rendre sa décision dans un délai maximum d'1 mois. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que dans la pratique, la Cour suprême dépasse ce délai et cela pourrait s'expliquer par les délais de mise en état prévus par la loi organique régissant la dite Cour. Pour ce qui est de la non-maîtrise des procédures de saisine, les statistiques couvrant la période de 1998 à 2001 révèlent que sur 17 arrêts rendus par la juridiction administrative, les requérants ont eu gain de cause seulement à 2 reprises, soit un taux de succès de 11,76%. D'abord, plus d'un quart des recours, soit 29,41%, a été rejeté car les moyens invoqués ayant jugé non fondés. Ensuite, 17,64% des recours ont été déclarés irrecevables en raison de l'inexistence de moyens invoqués ou parce que le requérant s'était déjà désisté de son recours ou parce que la décision attaquée ne pouvait pas faire l'objet d'un déféré. Enfin, dans plus d'un tiers de ces arrêts, soit 35,29%, le Conseil d'État a déchu les requérants de leur recours pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles 16 et 20 de la loi organique l'instituant. Pour pallier ces insuffisances, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a élaboré en 2015 un programme de formation triennale au profit des chefs de circonscription administrative, leurs adjoints et le personnel cadre de la Direction générale de l'administration territoriale pour le renforcement des capacités en marché public et contrôle de légalité des actes des collectivités locales. Après avoir présenté les dysfonctionnements notés dans la mise en œuvre du contrôle, il importe maintenant de formuler des recommandations dont la mise en œuvre pourrait participer à un meilleur exercice du contrôle. Pour ce faire, il faudrait supprimer le contrôle a priori et mettre tous les actes sous le régime de l'article 243, systématiser la délivrance d'accusés de réception et d'arrêtés d'approbation en élaborant un modèle type, établir un rapport annuel sur le contrôle de légalité et le présenter devant l'Assemblée nationale, éditer et vulgariser des outils didactiques adaptés aux réalités actuelles de la décentralisation, relever le niveau des représentants de l'État, notamment le sous-préfet, par un retour aux dispositions de la loi 72-02 du 1er février 1972. Sur ce point, Monsieur le Président, l'article 9 de la loi 72-02 du 1er février 1972, relative à l'organisation de l'administration territoriale, dispose que l'arrondissement est administré par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de sous-préfet. L'article 15 de la même loi prévoit à titre transitoire et pour une période de 5 ans que des fonctionnaires de la RHIB pourront être nommés sous-préfets. Il nous faut préciser que cette période transitoire, qui a été accordée à l'autorité pour nommer sous-préfet des fonctionnaires de la RHIB, est arrivée à terme depuis 1977. Au demeurant, il importe de reconnaître que le respect de cette obligation participe à coup sûr à l'amélioration du contrôle de légalité tel qu'institué au Sénégal. Créer au niveau central un pôle technique d'appui conseil aux représentants de l'État. Ce pôle technique aura un rôle de veille stratégique et d'alerte, un rôle de suivi et un rôle consultatif. Créer des services régionaux de la décentralisation. Cela permettra aux collectivités locales de recourir à l'expertise des agents pour y seront déployés. Elle facilitera également l'élaboration du rapport annuel sur le contrôle de légalité.
D'ailleurs, dans un mémorandum de l'Association des maires du Sénégal, figuraient les doléances et en rang de priorité la création de services régionaux de la décentralisation. Décentraliser les activités de la Cour suprême. Le fait que la seule juridiction administrative apte à prononcer l'annulation d'un acte d'une collectivité locale soit logée à Dakar constitue selon certains acteurs un frein à toute tentative d'ester en justice contre un acte d'une autorité locale présumée illégale. C'est pourquoi l'heure est venue au Sénégal de transférer le contentieux de la légalité des actes des collectivités locales aux tribunaux de grande instance. En tous les cas, au moment où le processus de la décentralisation se révèle irréversible au Sénégal, il semble nécessaire de décentraliser les activités de cette juridiction pour la rendre plus accessible, les tribunaux de grande instance en termes de proximité géographique, comme le préconise le professeur Mayacine Diagne dans son ouvrage « Le droit des collectivités locales en Afrique, l'exemple du Sénégal ». Pour ce faire, il faudrait envisager la modification de la loi organique portant création de la Cour suprême afin que celle-ci ne soit plus la juridiction exclusivement compétente en matière de recours pour excès de pouvoir. Pour terminer, nous rappelons que l'État et les collectivités locales ne sont pas des entités antagoniques, mais constituent plutôt un seul bloc, de l'un dérivant les autres. Dans le contexte républicain, l'État est le garant de la cohésion nationale, des libertés, de l'intérêt général. De plus en plus, sa légitimité est tributaire de la qualité de son organisation, de la transparence et de l'impartialité de ses procédures de contrôle. En procédant au contrôle de l'action des collectivités locales, axé sur le primat de la légalité, le Sénégal s'est inscrit dans cette démarche. Même si beaucoup de dysfonctionnements pèsent encore sur la mise en œuvre du contrôle de légalité, il n'en demeure pas moins que l'acte 3 de la décentralisation a quand même permis d'engager des avancées administratives et institutionnelles indéniables. C'est pourquoi ces dysfonctionnements ne doivent nullement cacher les nombreux efforts consentis pour assurer l'effectivité du contrôle de légalité. En outre, les projets de réformes institutionnelles majeurs en cours, tels que le schéma directeur de modernisation de l'administration publique, la loi d'orientation de l'administration territoriale, le statut des fonctionnaires de l'administration territoriale et la charte de la déconcentration constituent des jalons qui pourraient contribuer à renforcer les responsabilités des collectivités locales. En définitive, l'ambition de tous devrait être de faire prévaloir certes la concertation, mais surtout l'esprit de responsabilité. Je vous remercie de votre aimable attention.